Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolyphonique. Rolyphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Bon, je vais donc m'y mettre à ce petit résumé. Lors de notre traditionnel rendez-vous du soir chez Monsieur Mauroy, nous avons eu une incroyable visite. Émile Zola. Oui, vous avez bien entendu, Zola, le gars de Germinal et de J'accuse. Après une rapide présentation durant laquelle mes compagnons se confondent en courbettes et autres traits d'admiration non cachés, et où il m'avoue être un très grand fan de mes exploits sportifs, Zola nous montre des photographies prises sur l'installation de l'exposition universelle, sur lesquelles on peut voir un étrange trafic de cercueils devant le stand du cercle Omnisport Saint-Michel. Nous avons passé le reste de la soirée après son départ à voir ce que nous allions faire, notamment au sujet de cette usine remplie de pauvres types morts arrachés à leur sépulture du Père-Lachaise. Et là, c'est le drame. Le lendemain, nous apprenons que M. Zola a été enlevé et qu'ils le libéreront le soir même, à minuit, qu'en échange des photographies. Bien sûr, en regardant mes compagnons désemparés, M. Moreau en tête, qui, choqué, avait l'œil du veau dans la luzerne, je décide donc de frapper un grand coup. Et quand il s'agit d'affronter des idiots qui ont le pâté collé à la boîte, une seule solution, sortir la machine à hématome. Que ce soit mes compères de la salle de lutte, mais aussi Paul, le grand de la famille des rats, qui, avec ses mollets aussi gros que des ventres de lièvre et des bras aussi épais que les cuisses de Jeanne, et c'est peu dire, nous serait bien utile dans l'optique d'offrir à nos amis une belle salade de phalange. Bref, nous voilà tous le soir même à minuit, sous la neige, crapahutant sur la butte Montmartre pour rejoindre le Sacré-Cœur, lieu de notre rendez-vous. Accompagnés de M. Mauroy, nous pénétrons tous deux dans l'enceinte, prêts à poser nos attributs sur l'établi, bien solides sur les appuis. Nous retrouvons face à Zola et ses ravisseurs russes. Voilà pas que le chef des kidnappeurs se met à faire bravo avec ses cervicales sans même que personne n'y touche, pas même moi. Dans la panique générale, nous sommes sortis avec M. Zola sous le bras, sur un parvis du Sacré-Cœur transformé en guet-apens. Les Russes nous attendaient. Ni une ni deux, j'attrape une planche et dévale la butte façon luge en compagnie d'Émile. Oui, Émile. Ça rapproche ce genre de situation. Après une poursuite des menaces et des échanges de coups de feu, dans les rues du 18e, nous avons échappé à ces têtes d'oignons, mais pas sans séquelles. Monsieur Mauroy semble salement amoché. Ça va sûrement être dur de s'en remettre pour lui, étant donné qu'il est taillé comme un tabouret. Bref, la situation se complique, mais je n'ai peut-être jamais surmonté l'insurmontable, moi, Paul Ponce, mais j'ai déjà monté l'immontable. Chapitre 5. La nuit du mage. 3 jours se sont passés depuis la grande fusillade de Montmartre. Évidemment, la plupart des journaux parisiens ont fait leur gorge chaude de cette bataille rangée qui a eu lieu sur les flancs de la butte. Nos héros ont un peu fait profil bas pendant ces jours, soignant leurs plaies et préparant leur plan d'action pour la suite. Ils ont décidé maintenant d'identifier au plus près les objectifs du cercle Omnisport Saint-Michel pour les contrecarrer. Monsieur Eugène Collin, vous sortez donc du bureau de télégraphe où vous avez envoyé un télégramme. Pouvez-vous nous rappeler le contenu du télégramme ? Alors c'est un télégramme que j'ai envoyé du coup à Monsieur Firmien, mon ancien patron, et à quelques collègues journalistes du métier, ceux en qui j'ai le plus confiance, et je leur ai dit: le sensationnel est mort, stop. On fait la Nicaduno, stop. Si intéressé, rendez-vous au Trompe-l'œil, stop. Le Trompe-l'œil, c'est un bar qu'on a l'habitude de fréquenter. Et vous vous êtes transporté au 16e arrondissement de Paris, à l'hôtel particulier de Mademoiselle Philippine de Brécy. Elle entre dans le salon, virevoltante, précédée d'une magnifique odeur de fleurs de printemps fraîchement coupées. Et oh,
Cher Eugène, excusez-moi, je vous ai fait patienter. Vous ne vous êtes pas servi de thé, alors ouais. écoutez-moi, je le prends avec de sucre. Alors, Mais, que oui. me vaut l'honneur? Eh ben écoutez, mademoiselle de Brécy, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir, sachez-le. En fait, je viens vous voir, c'est pas juste pour un rendez-vous personnel, hein, je vous avoue, là encore, j'aurais quelques questions à vous poser. Ce serait inconvenant. Je pense bien que nos relations resteront strictement professionnelles. Oui, tout à fait. Ouais, non, en fait, alors, vous m'aviez parlé de votre mari, enfin, de feu votre fiancé. Oh, allons-nous avoir une conversation ennuyeuse? J'en ai bien peur, enfin, tout dépend de ce que vous allez du coup me... Je vous croyais Pas captivant, Eugène. Ah, mais ça me... Mais pas surtout... bref, alors, du coup, c'était Philibert de... Ah oui, je connais le nom de feu mon mari, effectivement. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous saviez s'il avait un quelconque lien avec le cercle omnisport de Saint-Michel? Oui, bien sûr, il faisait partie de cette association sportive, oui. Ah oui. En quoi cela est-il intéressant? En fait, c'est le genre de choses qui pourrait m'intéresser, parce que... Vous vous intéressez au sport? Non, enfin, oui, si, enfin, comme tout homme, mais non, c'est pas tant ça, c'est par rapport au cercle omnisport, bon, il y a des bruits de couloir, il y a des choses qui se disent, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est savoir si vous avez entendu, je sais pas, moi, des choses qui seraient passées là-bas, est-ce qu'il en parlait avec vous, pas juste de parler de sport, évidemment, mais je sais pas, on va dire d'autres... Vous êtes fascinant à vous ne pas vous arrêter de parler pour ne rien dire. Vous êtes drôle, vous êtes touchant quand vous êtes gêné. Alors, que voulez-vous que je vous dise exactement? Est-ce que vous avez déjà entendu des choses sur le cercle omnisport qui n'ont pas vraiment de rapport avec le sport? Je voulais dire qu'ils organisaient des parties fines? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas idée. Non, non. Vous voulez dire qu'ils touchaient à l'occulte, puisque vous êtes un journaliste spécialisé dans l'occulte? Vous êtes très Vous êtes en train de me dire que mon mari était intéressant? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ouais, il y a peut-être des choses qui se passent là-bas. Donc, est-ce que par hasard, je sais pas, vous auriez entendu des infos sur, Non. notamment sur les gens qui organisent ce cercle omnisport? Non point. Mais vous avez éveillé ma curiosité. Bah, j'espère bien. Je vais aller farfouiller dans les anciens papiers de mon mari et je vous recontacterai. Où est-ce que je peux vous joindre? Alors, Vous avez sans doute une adresse? oui, absolument. Du coup, je suis note sur un Je serais papier. ravi de m'encanailler dans la rue Mouffetard. Allez, mon petit Colin, allez chercher la vérité, je vais chercher de mon côté. Avec grand plaisir, mademoiselle de Brécy. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans le 20e arrondissement, assis discrètement à la terrasse d'un petit café, nous retrouvons Jeanne Lépine, Paul Ponce, ainsi que le jeune Gaston Privat. Bon, en tout cas, tout ce que je vous disais, c'est que, votre gardien de cimetière, des fois, il fait un peu des infidélités à son cimetière. Ah mais ça c'est pas nouveau ça. Non, mais c'est-à-dire pendant son service, je veux dire, il quitte le cimetière pendant son service. Et il va où, tu l'as suivi? Eh ben, figurez-vous que c'est ça le plus surprenant. Il nous a largués, paumés, lâchés, disparus, fuite. À quel niveau à peu près? Ah ben, assez vite en fait. Je le soupçonne d'avoir trouvé un petit passage qui... j'ai pas encore trouvé où. Genre, je me glisse discretos dans les égouts, vous voyez, et ni une ni deux, je réapparais comme une fleur quelque part ailleurs. Et ça tous les soirs? Non. Il l'a fait une fois depuis que vous m'avez demandé de le surveiller. Et est-ce que tu as eu l'occasion de retourner à son domicile et de retourner Alors, voir ce qui se cachait dans son armoire? Mzelle Lépine, j'ai pas trop l'occasion de grand chose. Déjà, je vous rappelle qu'il y a Louis qui me lâche pas, comme quoi qu'il paraît qu'il faut que je m'éduque. Deuxio, que c'est ma bande qui le surveille et qu'en ce moment ils ont tellement peur des Cosaques que déjà rien que de les faire sortir, c'est pas facile. En 3, il y a aussi le fait que vous nous avez juste demandé de surveiller un gars, pas de commencer à faire, comment qu'ils disent les condés, des voies de fait de cambriolage sur personne outragée. C'est ça? C'est à peu près ça. Et si on retournait voir ensemble si on le trouve, cet endroit où il disparaît, notre ami Monsieur Bosseron? Ah bah écoutez, suffit qu'on aille rejoindre le Pélican et il va nous montrer ça. Le Pélican, c'est le nom du chef de la bande de Mesamash. Qu'en pensez-vous, Paul? Ah oui, je pense que c'est une très bonne idée.
On va voir où est-ce qu'il a disparu, et puis... Enfin, allons voir le pélican, là. On verra bien ce qu'il nous dit. Vous transportez quelques rues plus tard. Le pélican, manifestement, vous voyez très vite d'où vient son surnom. Il porte un manteau avec des poches immenses dans lesquelles il range 1,5 tonnes de choses. Et c'est un grand échalas qui doit avoir pas loin de 18 ans, tout boutonneux, avec les ratiges de travers. Et je comprends pas pourquoi il l'appelle le pélican, il a un nez tout à fait normal, ce monsieur. C'est parce que les pélicans ont un grand bec dans lequel ils rangent plein de choses. Je suis là, pourquoi vous parlez de moi C'est vous les amis de Gaston? Effectivement. Nous aurions aimé savoir si vous pouviez nous montrer là où vous aviez perdu la trace de Monsieur Bousseron la dernière fois. Ah ouais, pas de soucis, suivez. Mais il a dit quoi? Et il a dit qu'il faut qu'on le suive, Oui, Paul. je Écoutez, comprends, soyez un peu attentifs. Et on dirait qu'il parle dans son bec. Là, les étagères bouchées, notre ami. Disons qu'il a un accent particulier qu'il a du mal à entendre celui des autres. Mais on Il est s'habitue. du sud. Et oui, j'ai l'impression qu'il a pas la lumière dans toutes les pièces, le monsieur, là. Le pélican, de son pas dégingandé, vous amène dans un petit réseau de ruelles qui est au pied de la colline sur laquelle est le Père Lachaise. Et il vous montre une ruelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas des murs qui pivotent ou des entrées dérobées? J'ai d'intrigue. 2 succès, 1 échec. Il y a en fait une espèce de mur borgne, mais tu vois pas d'accès, mais s'il y a un accès, tu sembles qu'il est là. En fait, la façade qui joint 2 maisons, et les 2 maisons ne sont pas collées en vrai. C'est une espèce de toute petite ruelle qui a été bouchée par un mur. Donc s'il y a un passage, c'est là, mais tu ne trouves pas. Vous avez trouvé quelque chose, Jeanne? Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une ruelle derrière ce mur. J'arrive pas à trouver la porte, mais peut-être que vous pourriez aller voir de l'autre côté. Je tapote sur le mur, on va voir si ça sonne bien creux. J'ai d'intrigue. Bah, de réussite alors. Tu as trouvé effectivement une pierre creuse. En fait, c'est une pierre qui se décèle. Et derrière cette petite pierre qui se décèle, tu as trouvé une clé. Monsieur Monroy, vous êtes à votre bureau. Un énième grouillot vient d'entrer et un énième grouillot vient de sortir, vous donnant papier sur les diverses activités du cercle omnisport. La moindre des surprises que vous avez est tout simplement qu'il semble se tenir particulièrement tranquille. Depuis quelques jours, la plupart de leurs activités sont réduites. Vous avez appris que Monsieur Corvin, le directeur des fonderies Corvin, est parti en villégiature. Il se trouve à l'heure actuelle, a priori, à Deauville. Même Madame Delatour n'est pas sur Paris. Elle est allée voir des cousins en province. Le sensationnel a lancé un article plus que virulent sur le mage Nox. Quelle en est la teneur? Globalement, on reparle un peu comme une expression étude de la boue de l'occultisme qui envahit Paris et qui lancerait la tête de proue, qui dévoirait la belle jeunesse française en les entraînant dans des activités que la morale réprouve et qui ne sont pas loin d'activités criminelles. Alors, sous-entendant évidemment que tout ceci est arrosé de diverses drogues, de pratiques sexuelles déviantes, ils font le lien sans... Évidemment avec de grandes phrases vagues, mais de liens avec les affaires des cadavres de l'usine de Billancourt, du Père Lachaise, et ainsi de suite. En tout cas, la campagne de presse ne semble être maintenant plus dirigée contre vous, mais contre lui. Nous allons laisser Monsieur Monroy à sa réflexion, Oui, j'ai besoin de qui réfléchir. a là. l'air d'être approfondie. Et je reviens à Jeanne et Paul. Le mur en question est haut. Et il fait toute la hauteur de l'immeuble, soit deux étages. Bon, s'il y avait une porte, l'endroit le plus spontané pour mettre une serrure, ce serait à peu près par ici, vous êtes d'accord? Et oui. Mais là, c'est pas une porte, c'est un mur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre pierre qui peut se déceler? Oui, mais Peut-être qu'on a mal regardé. laissez-moi tâter. Vous tâtez, vous retatez, vous ne trouvez aucune autre pierre qui se décèle ou quoi que ce soit dans ce mur borgne. Et si on essayait sur les portes des maisons d'à côté, ça serait peut-être plus simple, non? C'est parce que quitte à trouver une serrure, autant la trouver sur une porte. Une porte qui existe, je veux dire. Oui, mais a priori là, comme ça, c'est pas évident. Ah ben, je prends la clé et je vais dans la Ouais. porte de la maison d'à côté.
Et je vois si ça marche. Ça marche. Eh ben, regardez, Jeanne. Eh ben bravo, félicitations, Paul. Par contre, derrière, il n'y a pas une maison ou une porte. Ça... Tu vois que là aussi, c'est une ancienne porte cochère, en fait, qui est murée. Ça fait une espèce de cache, hein, si tu veux. Mais tu ouvres la porte, tu as un petit espace d'environ 2-3 mètres de profondeur. Tu vois les anciennes portes murées qui étaient les entrées sans doute soit d'un hôtel particulier, soit d'un immeuble, mais tout est muré. Les immeubles ont été refaits à neuf, on a mis des appartements et puis on a muré certaines parties qui servaient plus et plutôt que de tout boucher, on a juste fait une façade pour faire joli, quoi. Pourquoi l'entrée est une porte et pas un mur, ça c'est une autre question. Eh bien, dis donc, Jeanne, il manque pas de maçons chez eux. Bon, je vais tâter les portes qui n'en sont pas. Alors vous prenez pas mal de temps, mais je ne vous fais pas faire de jet puisque Jeanne étant très méthodique et vous prenez les pierres une par une, pièce par pièce. Et là, vous trouvez une trappe. Eh ben voilà, quand on s'y prend un petit peu plus précautionneusement, on arrive à des résultats. C'est une trappe au sol? Une trappe au sol, oui. Qui est près d'un angle qui est pas facile à voir du premier coup, mais là aussi, c'est le genre de choses. Quand on sait que c'est là, ça saute aux yeux. Tant qu'on sait pas que c'est là, c'est pas facile à trouver. Oui, forcément, je regardais sur les murs, moi je regardais pas par terre, Jeanne. Que Jeanne note aussi, c'est à quel point la porte d'entrée est entretenue. C'est-à-dire, vous mettez la clé, ça fait pas un bruit, les gonds ne font pas un bruit. C'est vraiment très huilé, histoire d'être sûr que ça s'ouvre et se ferme le plus discrètement possible. Eh bien, allons voir, qu'en pensez-vous? Eh bien, oui, attendez, je vais descendre en premier, pour prendre de risques. Et moi, ça vous dérange pas que je retente chez Monsieur Monroy, parce que, comme qui dirait, sinon, Louis va m'envoyer une chasse. Pas de problème, Gaston. Ok, je peux lui dire ce que vous avez trouvé? Et pour l'instant, on n'a rien trouvé, donc vous dites rien. D'accord. Bon, je file. Oui, Jeanne, parce que s'il y a encore des trucs murés en dessous, on a toujours rien trouvé. Hein. On a trouvé des trous dans les murs, c'est déjà quelque chose. Mais on fait pas grand chose avec des trous. Mais regardez, cette porte est utilisée régulièrement, bien sûr que si, on trouve quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Est-ce que c'est noir là-dedans? Bien sûr. C'est tout à fait noir. Mais je vais vous laisser devant cette ouverture. Je retourne voir Monsieur Collin. Que faites-vous après votre visite chez la charmante Philippine? Eh ben, je vais aller voir Monsieur Lantier. Donc vous retournez devant le petit troquet. Il est là? Non. D'ailleurs, le troquet est fermé. Le troquet est fermé et Monsieur Lantier n'est pas devant en train de siroter son petit chicoulon sur son gros tonneau, quel que soit le temps, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Toi là. Tiens, tu retombes sur Maurice la mouche, avec qui vous avez eu une petite altercation lors de l'épisode 0. Toi là, tu me remets là? Ah non, quoi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, calme-toi. Tu sais pas où il est, le patron? Je sais pas, ils ont fermé le troquet aujourd'hui, je sais pas, congé annuel ou je sais pas quoi. Il y a un panneau écrit quelque chose devant le... Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, t'as pas eu d'infos, on t'a rien dit sur pourquoi ils ont fermé? Quand le patron dit qu'il ferme, personne pose des questions, le patron dit qu'il ferme, mais... donc je vais apprendre ça. Il ferme jamais. C'est vrai que je me souvenir. Bon, allez, dégage. Je vais faire le tour du bâtiment, je vais aller voir, essayer de par une fenêtre, voir si je vois quelque chose à l'intérieur, faire le tour, entrer par derrière si je peux. Il y a une porte à l'arrière, évidemment, hein, la porte de service pour les livraisons. Tu veux essayer de la forcer? Non. Mais je tape, déjà. En tout cas, personne ne répond. Je vais rester un peu plus dans le quartier, essayer de trouver quelqu'un que je connais vraiment, un gars de la bande avec qui j'ai fait des coups et tout. Ratiche! Colin! Oh, tu me fais rentrer? Ouais! Un café? Allez! Qu'est-ce qu'on peut pour toi? Écoute, mon grand, là je comprends pas, là j'étais venu voir le patron, tu vois. Ah ouais, t'as vu ça, c'est fermé? Oui, mais c'est quoi cette histoire? Je sais pas, ça fait 3 jours que c'est fermé. Ça fait 3 jours que c'est fermé? Moi, à mon avis, le patron il est sur genre un gros coup. Pour qu'il ferme comme ça, c'est qu'il a envoyé toute la bande sur un gros coup. Tu vas avoir de ces nouvelles dans pas longtemps dans les journaux, à mon avis. Genre, tu vois, attaque de train postal, ou la Banque de France. Peut-être qu'il va attaquer la Banque de France. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Attends. Tu saurais pas qui dans le quartier aurait pu savoir ce qui s'est passé? À mon avis, tous ceux qui savent, ils sont avec le patron sur le gros coup. Oui, mais du coup, t'as pas un nom à me lâcher, là? Parce que moi, du coup, je suis plus trop dans les affaires, donc les gars, s'il y a des nouveaux gars qui sont vachement impliqués, je suis plus dedans, tu vois.
Ceux de la bande habituelle, quoi, hein, le lieutenant, Louis, Bébert... Ok, bon, je vais essayer d'aller faire un tour. Je te remercie, Ratiche. Écoute, pas de soucis, je sais pas, ça a l'air de te choquer que le patron travaille. J'en sais rien, on verra. Non, ça me choque pas qu'il travaille, non, c'est... Écoute, si j'ai besoin, je te rappelle, je te remercie en tout cas. Bon, pas de problème. Je vais faire le tour du quartier, essayer de trouver le lieutenant, Bébert, Louis. Le lieutenant Bébert et Louis. Écoute, je laisse Eugène Collin arpenter les rues du quartier. Est-ce que Monsieur Monroy a fini sa réflexion? Je reste pauvre face à ça. Je me dis que si leurs affaires vont bien, on va faire en sorte qu'elles vont aller mal, puisque visiblement, toute leur force, ils le tirent en partie de leur financement. J'imagine qu'ils ont des grands moyens, entre autres parce qu'ils ont plein d'argent. Donc si on peut essayer de manière assez subtile de commencer à leur mettre des bâtons dans les roues à tous, faisons-le. Ça va être un peu long et compliqué. Vous n'êtes pas sûr vous-même d'avoir les reins assez solides pour attaquer tous les groupes du cercle Omnisport en même temps. On va voir, on va agiter la cage et on va voir ce qui va en sortir. Et d'autre part, du coup, au lieu d'aller fouiner sur le cercle Omnisport, on va les fouiner dans leur vie privée. Alors là, ça va demander d'autres compétences et peut-être de sortir de votre bureau. Oui. Jeanne, Paul, il fait sombre. Qu'avez-vous sur vous pour vous éclairer? Absolument rien. C'est bien, parce que vous n'y voyez goutte. Et comment ils font s'ils font ça pendant la nuit, là? En plein jour, on n'y voit rien. Ils doivent avoir une lanterne avec eux. Vous avez rien du tout, là, qui éclaire? Si, j'ai une boîte d'allumettes, mais on va pas aller très loin avec ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on... Déjà, ça me permettra de voir si je vois une lanterne. Envoyez votre boîte. Ah, merci. Bon, je craque une allumette. Donc l'allumette éclaire chichement devant vous. Vous voyez une volée de marche donc qui descend sur 7-8 mètres et vous voyez pas bien ce qu'il y a en bas. Il suffit de retourner chercher une lanterne et de revenir. Que faites-vous? On va refermer. Est-ce qu'on camoufle la clé ou est-ce qu'on part avec? On camoufle la clé, de toute façon. Si elle y est plus, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Bon, dites Jeanne, vu que le couloir compte apparemment aller bien loin, ça serait bien d'amener nos deux compères. Enfin, s'ils sont d'attaque. Hein. Oui, c'est sûr qu'au moins Eugène saurait savoir si on se retrouve sur une partie du réseau qu'il connaît déjà. Monsieur Monroy, après cette bonne journée de travail, vous rentrez chez vous? Oui. Monsieur Collin, vous avez arpenté tout le quartier, vous n'avez trouvé personne. Eh bien, défait et particulièrement inquiet, je m'en retourne chez Monsieur Monroy. Chez qui vous vous retrouvez tous en début de soirée. Vous échangez vos informations? Oui. Voilà. Oui. Donc maintenant, je vous laisse décider ensemble de la suite des événements. Alors attendez, si j'ai bien compris, il y a une partie des gars du cercle Omnisport, ils sont plus à Paris en ce moment, en même temps que notre copain Zola, et moi j'ai tous les gars de la bande à l'entier qui ont disparu, quoi. Enfin, je dis pas que ce que m'a dit Marcel, comme quoi ils sont sur un gros coup, c'est pas faux, mais généralement ils ferment pas le bar pour ça, quoi. Ils étaient venus finalement à Montmartre, les gars de la... Non, ils avaient laissé une caisse d'armes. Après, si votre ami Ratiche pense que votre patron est sur un coup, peut-être que c'est le cas. Non, mais je dis pas que c'est pas possible, c'est juste que ça y ressemble pas, c'est tout. Puis surtout, un gros coup, ils ont disparu il y a 3 jours. On sait tout ce qui s'est passé il y a 3 jours. Je reviens sur le cercle Omnisport, là. Vous êtes en train de dire qu'il n'y en a plus aucun à Paris, pratiquement. Il y a certaines personnes qui sont restées quand même. C'est-à-dire qu'il y a qui sur le stand de l'exposition universelle en ce moment? Je suppose que Monsieur de Perfit sera là en personne. Et puis il y a encore d'autres personnes auxquelles nous n'avons pas encore les noms. Alors moi quand même, je voudrais aussi revenir un petit peu sur notre petit poète des cimetières. Là. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il essaye un peu de nous enfler. Hein? Monsieur fait des balades nocturnes pendant son service et il se retrouve dans des endroits emmurés. Oui. Alors du coup, vous avez trouvé un passage, c'est ça? c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est ça, en fait, quand les amis de Gaston ont filé Monsieur Bousseron, ils l'ont rapidement perdu de vue. Et en fait, il s'avère que dans l'impasse où ils l'avaient perdu, il y a un petit passage secret qui semble aller vers les égouts. Faut peut-être aller y jeter un œil, hein. De toute façon, j'avais rien prévu de ce soir. J'ai l'impression qu'on risque d'avoir pas mal de petites choses. J'aimerais bien d'y aller avec beaucoup plus de prudence que la dernière fois. Hein. Là, c'est tellement étroit que vous resterez derrière. Je veux bien. La témérité, certes, mais la prudence quand même. Bon, moi, je vais ressortir le canoncier, au cas où il y a un chien. Oui, c'est différent. Monsieur Monroy, il est taillé dans le bois qu'on fait les flèches. Je vais prendre un sac avec plein d'équipements, des cordes, des couteaux, de quoi éclairer, de la nourriture,
Ah oui, on va être à la limite de la paranoïa, mais ouais. Et donc vous chargez, je suppose, tout ça sur Paul Ponce. Et on m'a pris pour une mule? Vous avez l'habitude de porter bien plus lourd que ça. Mais c'était pour rigoler. Oh, vous êtes pas marrant, monsieur Moreau, des fois. Ah, vous m'excuserez, mais en ce moment, mon humeur n'est pas à l'humour. Et votre humeur, elle est pas dans votre épaule, Oh, quand ouais, même. dites, on va se calmer là, on va peut-être y aller, c'est bon là? Et vous prenez le fiacre de Monsieur Mauroy. Vous vous rendez au pied du Père Lachaise, dans cette petite ruelle. La clé est toujours là. Monsieur Mauroy, vous qui avez l'œil plus averti que Jeanne sur tout ce qui est construction, mécanique et ainsi de suite, à votre avis, la porte a été installée il n'y a pas si longtemps que ça. De votre opinion, quelqu'un qui connaissait l'existence de cette ancienne porte cochère a enlevé le mur et mis une porte à la place. Et la trappe est sans doute un ancien accès aux égouts qui a été réaménagé. Bon bah, je vais passer devant, hein. Lampe dans une main Fusil dans l'autre. Je vais me mettre derrière vous, monsieur Colin. Puis Jeanne. et Monsieur Mauroy. Avec une lampe Avec aussi. une lampe et également. extrêmement nerveux, je pense. Enfin, Très pas bien. extrêmement, mais pas détendu en tout cas. Hein. Vous arrivez, très manifestement, l'odeur et l'humidité vous l'indiquent, vous êtes dans le réseau d'égouts de Paris. Est-ce que quelqu'un me ferait un jet d'intrigue? Deux réussites pour moi. Une réussite. Une réussite. Monsieur Mauroy et Jeanne, vous arrivez en fait principalement à repérer un peu la direction de l'égout, vous sentez un peu dans quelle direction vous partez. Vous ne sauriez pas dire ce qui va à gauche, ce qui va à droite, par contre, quelle direction, mais Monsieur Colin, vous trouvez des petites marques sur les murs qui vous semblent indiquer un chemin, des petites marques qui dessinent là, en minuscule la lettre nu, la lettre grecque nu qui correspond au N de notre alphabet. Ce sont des marques kabbalistiques. C'est Ça peut. c'est le genre de graphie, les lettres grecques, les lettres hébraïques qu'on utilise souvent en occultisme en fait. Mais D'accord. ensuite, vous faites toujours un lien vers de l'occulte. On est sous terre, dans les égouts, il y a des lettres grecques. Monsieur Colin, pensez-vous que nous allons enfin trouver cette fameuse chapelle noire? Bah en tout cas, ça c'est clairement le genre de signe qu'on utilise pour noter des choses dans le domaine de l'occulte, hein, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est le bon chemin, j'en sais rien. Mais en tout cas, mon petit doigt me dit qu'on ferait bien de les suivre. De votre connaissance de la chapelle noire, vous en êtes censé en être loin. La chapelle noire est censée se trouver grosso modo sous le Louvre, et que vous êtes tout à l'est de Paris. En tout cas, ouais, si on doit s'y retrouver, ouais, va falloir qu'on marche un petit peu. De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Avancez, monsieur Colin, avancez. Oui, c'est bon, j'avance. Et vos graffitis, on le verra après. Hein. Très bien. Monsieur Colin, faites-moi un petit jet d'intrigue pour ne pas perdre la piste. 4 réussites. Donc très facile pour vous. À part Monsieur Colin, vous perdez toute notion de la direction que vous commencez à prendre. Surtout que vous empruntez des fois des passages très étroits, des collecteurs, des petits tunnels qui ne sont sans doute pas des parties du réseau d'égouts. 2 fois, vous voyez que vous vous rapprochez du centre de Paris car le réseau, enfin les tunnels ont été recreusés tout simplement pour discrètement traverser le tunnel du métro en construction. Et vous finissez, au bout de ce qui vous semble être un temps infini, mais en regardant vos montres goussées, vous voyez que vous avez marché à peu près 2 heures, 2 heures et demie, à un endroit que vous connaissez bien, l'ancien grand collecteur. Vous êtes sous la rue de Rivoli. Et donc, à 2 pas du Louvre. Je vous avais dit que c'était le bon chemin. Ça vous perturbe pas plus que ça que Monsieur Bousseron sache précisément par où passaient les Cosaques pour le trafic de cadavres et qu'il ne nous en ait pas parlé? Peut-être que Monsieur Bousseron travaille non pas pour nous, au final, mais peut-être pour ce fameux mage Nox. Vu comme Monsieur Bousseron avait l'air révolté qu'on lui vole ses cadavres, peut-être a-t-il un autre maître à servir. Il lui servirait de vigile, comme il l'a fait pour nous. Espérons que ce soit ça. Toujours est-il qu'après avoir traversé le collecteur, l'ancien collecteur qui est maintenant la nouvelle ligne du futur métro, vous repassez par des endroits que vous avez déjà fréquentés, là où vous avez rencontré les rats, et où vous avez croisé pour la première fois fugacement Philippine de Brécy qui courait sous les égouts. Et vous prenez la piste, montre bien le chemin que Philippine de Brécy suivait à ce moment-là, que vous n'aviez pas exploré puisque vous aviez d'autres chats à fouetter. Bah, du coup, puisqu'on n'a pas d'autre chose à fouetter, on va continuer sur ce chemin. Et assez rapidement, le niveau descend.
Vous voyez très rapidement, principalement vous, monsieur Monroy, que les constructions et les soubassements autour de vous sont plus anciens. C'est toujours de la pierre? Ou on est sur quelque chose creusé à même la terre, là? Non, c'est de la pierre. Alors j'arrête le groupe. Je tiens juste à vous prévenir. Hein. Moi j'ai l'habitude de ce genre de choses. J'ai l'habitude de voir des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais je sais que vous, c'est pas forcément le cas. Bon, malgré ce qu'on a vu l'autre soir au Sacré-Cœur. Voilà, je préfère juste vous dire que, du coup, je sais pas vers où est-ce qu'on va. Je sais pas qui c'est qu'on va voir. Mais il est possible qu'il se passe des choses un peu étranges, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous êtes prévenus. Hein. Si vous voulez faire demi-tour, vous pouvez encore. Il faut qu'il y ait une fin à cette histoire, monsieur Colin. C'est bon? On est bon pour tous? Bon, en avant, c'est qu'il commence à faire froid ici. Là. Malgré les murs en pierre, l'humidité est forte. Vous sentez bien que vous êtes près de la Seine. Autour de vous, les murs passent progressivement de petites briques à de gros moellons. Vous êtes probablement sous le Louvre. Peut-être certains d'entre vous se disent que vous n'êtes pas loin des fondations médiévales du château. Le chemin que vous empruntez commence à serpenter et à s'enfoncer encore dans le sol, assez profondément. Vous pourriez estimer que vous êtes peut-être même à plus de 20 mètres sous la surface maintenant. Le passage se fait de plus en plus étroit. Monsieur Ponce commence à avoir du mal à passer de front lui-même en entier dans le couloir et commence à devoir se mettre un peu de travers pour avancer. Et soudain, vous avez une sensation de fraîcheur. Un courant d'air vous arrive. Et vous avez une sensation d'espace autour de vous avant même que vos faibles lanternes ne commencent à éclairer la pièce dans laquelle vous êtes entré. Et par pièce, il semble que ce soit une assez grande caverne. Quelque chose qui doit faire peut-être 1000 mètres carrés. Une grande salle voûtée, comme une immense cloche de pierre, granitique. Il n'y a pas de granit à Paris. Le sol est calcaire par chez vous. Monsieur Colin, en baladant sa lampe, vous remarquez qu'il n'y a pas un centimètre carré des murs qui ne soit recouvert de petits bas-reliefs, tous inscrits dans ce qui semble être du grec, parfois du latin. Moi j'imagine que je sais parler ni le grec ni le latin, même s'il y a des inscriptions que j'ai déjà vues ailleurs. Je peux considérer que vous avez quand même des bonnes bases en latin. L'occultisme à l'époque est quand même assez cultivé, enfin voilà, vous connaissez un peu vos déclinaisons quoi. D'accord. Du coup, je vais m'y attarder un petit peu plus en détail. Et surtout, parce que c'est pas évident avec juste une lanterne, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des torches, des trucs qui sont accrochés au mur, que je pourrais allumer. Il n'y a pas de torches, mais il y a de quoi en poser, des vieux supports médiévaux. Mais vous remarquez assez vite que sur de nombreux endroits, Jeanne le voit très vite, à de nombreux endroits, vous trouvez des petits tas de cire, indiquant la présence de bougies. Et au centre de la pièce, il y a bel et bien un autel de pierre noire, semble-t-il une sorte de pierre basaltique. Alors, je vais y mettre ma main à couper, mais je pense bien qu'on est tombé sur la chapelle noire. Il semblerait, oui. Le reste de la cathédrale est vide? Il n'y a que vous. Une surface déserte, quoi. Sinon, il n'y a pas de... À part toutes les inscriptions, non, c'est complètement désert. Pas de meubles, pas d'installation? Non, rien du tout. La seule aimant que vous trouvez, c'est sous l'autel. Alors l'autel est très classique, hein. Il y a deux sortes de piliers, donc qui est en pierre, en pierre, et surtout une grosse plaque de basalte posée en travers. Et dessous, vous trouvez un stock de petites plaques de plomb, comme des feuilles de plomb épaisses d'un centimètre environ. Et vous trouvez un stylet. Monsieur Colin, C'est Monroy. pouvez-vous venir jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Vous qui êtes versé là-dedans, avez-vous une idée de ce à quoi cela peut servir? Est-ce que ça me dit quelque chose? Faites-moi un jet d'occultisme. Pendant ce temps-là, je pense que Jeanne va partir en exploration sur le pourtour pour voir s'il y a d'autres entrées, histoire qu'on se fasse pas surprendre. Jeanne peut me faire un jet d'intrigue. C'est une réussite pour moi. Et une réussite pour Jeanne. Monsieur Colin, oui, cela vous rappelle quelque chose. Dans la Grèce antique, on utilisait très souvent une forme de sorcellerie que l'on appelait le défixio, la défiction. On gravait le nom des personnes à qui on voulait faire du mal sur une plaque de plomb, que l'on pliait et on la faisait traverser par un clou. Et on enterrait ça souvent dans les cimetières pour envoyer, entre guillemets, la prière au dieu du sol, au dieu chtonien, au dieu de la mort, Hadès. C'est comme ça que l'on faisait des malédictions en Grèce antique. Jeanne,
Alors vous avez cru trouver une autre entrée, mais en fait non, vous avez trouvé l'accès vers une petite pièce. Et notamment, vous trouverez une lampe tempête parfaitement moderne, tout à fait équipée, que vous pouvez allumer, qui donne un bel éclairage à l'intérieur. Vous trouvez ce qui vous semble être, pour vous, l'habit classique de l'occultiste avec la belle robe noire couverte de sigles complètement moches. Vous trouvez également un carnet rempli de poésie. J'en étais sûre. Vous trouvez également un autre feuillet où sont inscrits plusieurs noms de membres du cercle Omnisport, et l'un d'entre eux est barré. Philibert de Camignac. Exactement. Par contre, il semble que cette personne n'ait pas autant de renseignements que vous sur le cercle Omnisport, car il n'y a que 2 noms, Corvin et Mercier. Mademoiselle Lépine, est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire qu'on travaille de connivence avec le mage Nox depuis déjà quelques semaines ? Mon cher Eugène, ça ne m'étonnerait pas. Et vu la propension du personnage à la poésie et au théâtre, ça me semble assez bien collé avec le personnage. Alors ça, c'est pas banal. C'est assez déroutant, mais au moins nous avons sans doute déjà un allié acquis. Enfin, nous pouvons nous permettre de rêver un petit peu cette chose-là, non ? Oui, c'est pas dit qu'il nous veut du bien aussi. Il nous mène en bateau, je vous rappelle. Mais pour garder son identité secrète. Jusque-là, il nous a pas fait de mal, hein. Et alors, Ni en tant que mage Nox, ni en tant que bousseron. Nous visons les mêmes intérêts. Après tout, nous, la Chapelle Noire ne nous a jamais dérangés et ne dérangera pas, je pense. Nous visons surtout à mettre fin aux activités malsaines de ce cercle omnisport. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on l'attend? Mais non. Alors, on va rentrer, chacun chez soi, une bonne nuit de sommeil, et puis on va peut-être aller le voir demain, histoire de discuter un petit peu de, je sais pas, de trucs de croque-mort. À cette heure-ci, il est censé être au Père Lachaise, c'est ça? Je suppose, ouais. Eh ben, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire ce soir? Parce que je suis fatigué. Messieurs, peut-être pourrions-nous laisser un cadeau en gage de bonne foi au mage Nox. Que diriez-vous de lui donner subtilement les noms qui lui manquent pour le cercle omnisport Saint-Michel? J'approuve l'idée de Jeanne. Mais alors, l'idée ce serait quoi? Donc on lui donne les noms, genre on les note, et ensuite on continue à jouer le jeu avec Bousseron, genre Bousseron d'un côté, Mage Nox de l'autre? Ça, c'est vous qui savez quels sont les usages dans votre milieu. Toujours est-il que c'est une façon sûre de lui laisser l'information sans que cela puisse être intercepté par d'autres. Et comment il pourrait savoir que c'est nous qui avons mis ça? On va le voir dès demain et on lui dit, s'il a bien apprécié notre petit mot dans son carnet. Ouais, je suis d'accord. Et puis s'il ne le sait pas, ça ne l'empêchera pas de mettre son nez dans les affaires des gens qui nous dérangent. Et si, par un concours de circonstances qu'on n'aurait pas établi, c'était pas lui? Bien, ça ne pose pas de problème. Si on part du principe que le mage Nox est de notre côté et qu'il s'attaque aux mêmes ennemis que nous avons tout intérêt à collaborer avec lui. Il y a un carnet de poésie. En effet. Passez-le moi, s'il vous plaît. Je vais lui donner en main propre. Tenez, monsieur Bousseron, j'ai trouvé ça. C'est pas à vous, des fois? On aura vite fait de lui faire tomber le masque, si j'ose dire. Monsieur Mauroy, vous avez pris un stylo, quelque chose dans votre J'en barda? ai toujours un sur moi. Je vais donc écrire quelques noms à l'intérieur du petit carnet de la petite liste complémentaire. Lesquels, du coup? Eh bien, ceux qu'il n'a pas, comme Louis-Amédée du Puy de Perfil, Adélaïde Beaumont de la Tour, et puis, pourquoi pas Monsieur Meunier. Nous savons qu'il fait partie du cercle, au moins de façon partielle. Vous repartez ensuite? Oui. Eh bien, pendant que les personnages sortent à rue de Rivoli, nous allons faire un petit tour dans l'histoire du jeu de rôle Crime. Crime est un jeu de rôle dont la première édition a été publiée en 2006 et la deuxième édition en mai 2017. Bien que plusieurs personnes aient participé à sa conception, Yann Lefebvre en est considéré comme étant l'auteur principal. De son aveu, il est en effet responsable d'environ 95% des textes présents dans les manuels du jeu. Historien de métier, rôliste depuis des années, Yann Lefebvre voulait faire un jeu ayant un lien avec les tueurs en série, en s'intéressant d'abord à l'époque victorienne et à Jack l'Éventreur. Cela dit, le contexte de l'Angleterre à cette époque ayant déjà été vu et revu, y compris par des grosses licences telles que l'Appel de Cthulhu, il a considéré plus pertinent de s'intéresser au Paris de la Belle Époque, reflétant selon lui des problématiques politiques et sociales proches de ce que l'on rencontre aujourd'hui, bien que largement exacerbées. Crime, racisme, sexisme, clivage politique, tout y passe, et dans ce contexte où la République cherchait encore ses marques, les policiers devaient faire face à des criminels d'un genre nouveau. Ne connaissant pas vraiment l'histoire de cette époque, Yann Lefebvre a dû partir presque de zéro, et avoue avoir pris pas mal de temps à se renseigner dessus avant de commencer l'écriture du jeu. En plus de cela,
une des difficultés de la conception était d'arriver à retranscrire ces connaissances sous une forme diluée, afin que l'ouvrage soit réellement un manuel de jeu de rôle et non pas un ouvrage historique à proprement dit. Enfin, en partant d'un cahier des charges préétabli par l'équipe de conception, le système du jeu a été pensé pour être simple à comprendre et non invasif, un système à tiroir pour ne pas submerger les joueurs de règles et garantir ainsi l'immersion dans un univers dont l'ambiance est primordiale. Souvent comparé à tort à l'univers Lovecraftien de l'Appel de Cthulhu, Crime se revendique beaucoup plus réaliste tout en laissant suffisamment de marge sur l'ambiguïté des éléments pour que l'on se demande toujours si on est à la frontière entre la folie, le mystère et l'étrange. Afin de marquer cette différence, la première édition stipulait elle-même être tentacule-free, c'est-à-dire garantie sans tentacules. Point de poulpe à l'horizon pour le Paris de la Belle Époque. Le lendemain matin, le petit déjeuner est servi chez Monsieur Monroy par Louis et Gaston, et vous vous retrouvez tous pour parler des événements de la nuit. Bien, mes chers amis, allons-nous rendre visite à ce monsieur Bousseron alors ? Ouais, c'est ce qu'on avait dit hier soir, non ? Monsieur, Oui. monsieur, une visite. Comment qualifieriez-vous cette visite, Louis ? Surprenante et inopportune. Monsieur Louis-Amédée Dupuis de Perfit demande à être reçu. Oh, bon Il sang de est bonsoir. accompagné d'une dame. C'est-elle annoncé ? Non. Dois-je les faire entrer, monsieur, ou dois-je leur dire convenablement de quitter les lieux ? Non, en Voulez-vous fait, que j'appelle la police ? on va les faire entrer. Juste un instant, Louis. Voulez-vous partir avant ? Non, ça me dérange pas de les confronter, moi perso. Peu importe, comme il vous sied. Moi, je me mettrais bien dans une pièce à côté, au cas où. Je t'indique donc la cuisine. Si tu veux aller attendre, tu pourras entendre ce qui se dit dans le salon éventuellement. Louis, vous pouvez. Louis s'absente et revient un instant en annonçant « Monsieur Louis-Amédée Dupuis de Perfit et mademoiselle Adélaïde Beaumont de la Tour. » Et donc Louis-Amédée entre, toujours blond, toujours souriant, avec toujours un nombre de dents impressionnant. Il virevolte jusqu'à un fauteuil après vous avoir salué convenablement tous les trois. Et donc l'accompagne une jeune femme très belle, très brune avec les yeux bleus, qui elle par contre se tient sur la réserve, attend gentiment qu'on l'invite à s'asseoir, et s'asseoir en tout cas elle se tient parfaitement convenablement. Je passe les mondanités, Louis évidemment resserre une tournée de café, et monsieur de Perfit s'assoit. Délicieux, cher ami, délicieux! Monsieur Monroy, pourriez-vous me faire un jet de science de l'homme, s'il vous plaît? 4 succès. Malgré tous ses airs, malgré toutes ses rodomontades, son air et son assurance, et tu le notes aussi cette dame, et tu connais Louis-Amédée un peu plus, il a peur. Il transpire de peur. Je vais donc siroter mon café. Et vous notez, monsieur Monroy, les poches sous ses yeux. Ainsi que chez madame Adélaïde, d'ailleurs, même si on les voit un peu moins car elle est maquillée. Et une fois la tasse finie, eh bien dites-moi, monsieur Dupuis de Perfit, qu'est-ce qui vous amène ici ? Oh, le plaisir de la compagnie, bien entendu. Mais encore ? Monsieur Monroy, toujours aussi direct, vous n'aimez pas les pas de danse avant le début d'une belle discussion. Bien, Non, soit. c'est juste qu'on a du mal avec l'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie, appelons ça les sciences sociales. Eh bien, écoutez, je crois que votre petit club et mon petit club sont partis sur de mauvaises bases, et fondamentalement, j'ai l'impression que nous n'avons pas besoin de marcher mutuellement sur les plates-bandes les uns des autres. C'est pourquoi, disons que je suis venu ici vous proposer, appelons ça, une trêve. Voyez-vous, nous avons un grand projet, un beau projet. Tu vois que les yeux également d'Adélaïde s'illuminent. Surtout, monsieur Monroy, vous n'aimez pas la lumière dans leurs yeux. Et nous avons à l'heure actuelle, eh bien, d'autres chats à fouetter, et voilà. Pourquoi ne pas en rester là pour le moment ? Cela nous éviterait à tous bien des déconvenus, hein ? Vous en conviendrez. Je me tourne vers Adélaïde. Et vous, madame Beaumont de la Tour, quel est votre avis sur la question ? Le même que Louis-Amédée. Voilà ce qui appelle se prononcer. Je suis même prête à faire certaines concessions, comme à
renommé à la tête de votre feuille de chou son ancien rédacteur en chef, avec liberté éditoriale, réinsertion de... Comment vous appelez-vous déjà? Monsieur Moru? Monsieur Collin. Voilà, monsieur, avec une substantielle augmentation. Ça ne m'intéresse pas, dis-je en regardant Monsieur Moreau. En quoi consiste votre projet? Oh, vous gâcheriez la surprise si je vous le révélais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous le révélerons lors de l'exposition universelle et qu'il va changer la face du monde. Changer la face du monde. Surtout pour vous, Monsieur Mauroy. C'est un projet qui va être une nouvelle révolution industrielle. En vieillissant, j'ai une fâcheuse tendance à détester les surprises, monsieur Dupuis-Amédée de Perfit. C'est le propre de l'âge et le propre du mien que de bousculer les anciens. Mais vous avez été jeune vous-même et vous savez qu'en notre temps, ce sont les jeunes qui font avancer les choses. Mais moi j'ai une question à vous poser, si je puis me permettre, Monsieur Moreau. Une trêve avec nous, pourquoi pas? Comme ça, ça vous laisse le champ libre et vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui vous garantit que d'autres personnes vont faire la trêve avec vous? Notamment le mage Nox, que vous avez pris en grippe apparemment. C'est Beaumont de la Tour qui reprend. C'est justement pour traiter le cas Nox que nous vous proposons de vous laisser en paix. J'ai du mal à vous suivre. Cela me semble pourtant très clair. Jusqu'ici, Monsieur Collin, vous avez été une vague nuisance, une gêne. Le bruit du moustique qui vous empêche de dormir le soir. Rien de plus. Tel le moustique, nous avons agité la main pour le chasser. Notez que nous n'avons pas encore essayé de l'écraser. Nox, lui, semble être d'une autre catégorie que vous. Il s'agit d'un vrai fauve, dangereux, qu'il faut abattre. Nous nous proposons donc de concentrer notre énergie sur lui, de vous laisser volter, et ainsi chacun est heureux, Monsieur Collin. Cela vous semble-t-il assez clair, ou votre esprit de scribouillard doit-il encore avoir quelques explications supplémentaires? Oh, je suis persuadé qu'une mania de la presse comme vous aurait beaucoup de leçons à me donner sur la rédaction et sur la réflexion, Madame de la Tour. Sur l'art de mener une carrière, surtout. Monsieur de Perfit, vous venez chez moi avec vos propositions de trêve, mais vous osez nous jeter à la tête des menaces faussement dissimulées. Et des insultes. Nous avons menacé? Ah non. Allons Ça suffit. Chers amis. Ça suffit. Vous savez, quand on fait une carrière comme la mienne, on apprend à refuser certaines offres. Je vais donc refuser votre offre. Vous allez décamper d'ici immédiatement, et sachez que vous n'avez pas fini de nous avoir sur vos plates-bandes. Nous avions pourtant tellement à vous offrir, Monsieur Mauroy. Mademoiselle Lépine aurait pu être la première inspectrice de France. Vous auriez pu être un des hommes les plus riches du monde avec nous. Monsieur Collin aurait pu avoir une grande carrière, peut-être même dans l'écriture. Non, je ne vous avais pas menacé. Encore. Maintenant, je le fais. Vous savez, nous avons des choses ici que vous n'avez pas. Vous m'avez coupé la parole, c'est à moi maintenant de le faire. Vous êtes chez moi, je vous rappelle. Chez vous, chez moi, c'est la même chose. Restez en dehors de notre chemin. Jusqu'ici, nous avons été aimables avec vous. Nous avons fait en sorte que vous ne mourriez pas si vous vous acharnez. Nous vous écraserons. Rien, ni personne autour de vous ne sera à l'abri. Vous mourrez, vos amis mourront, votre famille mourra, tout brûlera. Et ils s'en vont. C'est ce qui s'appelle avoir la folie des grandeurs. Louis? Monsieur? Tu vois que Louis entre avec une main dans le dos. Et tu entends le bruit d'un chien qu'on réenclenche sur... J'aime cet homme. Un cognac pour tout le monde. Avec plaisir, monsieur. Bon bah si la guerre avait pas été déclarée jusque-là, là on est sûr. Hein. Bon, il commence sérieusement à me courir sur le haricot, hein, l'autre tête d'ampoule, là. Hein. Si vous avez des proches, je ne saurais que trop vous conseiller de les éloigner un petit peu de la capitale. C'est fort aimable comme conseil, mais comment... Dans votre Pensez-vous cas, qu'on peut évidemment, le ça n'a faire pas lieu. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de mettre votre père au courant De quoi? du risque qui pèse sur votre personne? Non, je ne le pense pas. Je
pense que mon père est déjà pleinement au courant de ce qui se passe et que c'est amplement suffisant. Oui, écoutez donc, Jeanne. Hein. C'est sa vie, elle lui appartient. Du coup, par rapport au fait d'aller voir M. Bousseron, comment dire, faut y aller, mais à la limite, si on peut éviter de se faire repérer au moment où on va voir Bousseron et lui dire au fait, on sait que t'es le mage Nox. Bon, du coup, moi j'irais bien tout seul. Avec mes connaissances de quartier, j'arriverais à me faufiler sans trop qu'on me voie. Soit, il serait dommage de compromettre son identité. C'est pour ça. Et vous pensez que c'est quand même sécure comme chose? Je vais juste aller voir un gars. Hein. Oui, mais on sait pas comment il va le prendre maintenant que vous l'avez démasqué. On verra bien. Je pense que dans tous les cas, il mérite d'être mis au courant. Que ce soit directement ou peut-être via Mademoiselle de Brissy. Chers amis, en tout cas, sachez une chose, visiblement, ce cher monsieur de Perfit a l'air terrifié. Terrifié, il m'avait l'air plutôt à l'aise pourtant. Je peux vous assurer que non. Lui et sa comparse. Par nous, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Monsieur, peut-être est-ce en rapport avec ce que je viens de lire dans le journal, regardez. Il y a une notice dans les faits divers annonçant le décès malencontreux de monsieur Armand Mercier dans un terrible accident dans sa filature. Eh ben voilà. C'est peut-être pour ça qu'il demande une trêve, il a dû se dire que ça venait de notre part. On est bien d'accord que Mercier, ça faisait partie de ceux que le mage Nox connaissait. En effet. Donc pour lui, il lui reste plus qu'une cible. Sauf qu'on lui en a rajouté combien? 4. En attendant, c'est nous qui avons intérêt à être prudents, parce que, terrifié ou non, monsieur de Perfit nous a maintenant dans le viseur. Mais attendez, je préfère avoir l'autre de Perfit que l'autre sorcier, moi. Hein. Mais vous savez qu'un chien effrayé est capable de faire les pires horreurs. Je pense pour ma part que si nous devons bien évidemment prévenir Nox d'une façon directe ou indirecte du danger qui le menace, il serait peut-être bon de faire profil bas pendant quelque temps. Peut-être s'occuper sur la fondation d'un empire de la presse, par exemple, pour passer le temps. Un empire ou un journal? Voyons grand tout de suite, Colin. Attendez, depuis qu'on essaye de démêler un petit toute cette affaire, le but c'est pas non plus de tuer tous les membres du cercle omnisport, on est d'accord? Je suis d'accord, on a tué personne. Oui, non, mais c'est pas Enfin. non plus souhaiter leur mort. Hein. On est d'accord? Oui. Et je préfère largement les envoyer au bagne plutôt que de les voir se faire écraser un par un dans les rues de Paris. C'est pour ça qu'une conversation approfondie avec le mage Nox s'impose. Monsieur Colin, nous avons confiance en vous. Vous saurez lui exposer tous les points de cette situation critique. Et moi, ce que je veux pas, c'est que Monsieur Colin se fasse renverser en sortant de chez le mage Nox. C'est pour ça que je ferai attention. Je pense qu'il a l'habitude de ce genre de cas. Bah, d'ailleurs, si on en a fini, moi j'y vais. Hein. Pas une minute à perdre. Hein. Pour ma part, messieurs, je vais faire profil bas. Comme vous l'avez souligné, monsieur Mauroy, j'ai des proches qui sont plus difficiles à cacher que certains des vôtres. Mais vous allez faire profil bas où, Jeanne? À mon travail. Ah, Paul. attendez, ouais, je vous laisse y aller. Monsieur Colin, vous vous rendez à l'est de Paris, c'est ça? C'est ça. Mais Très du bien. coup, je suis attentif Vous êtes très attentif. à ce qui se passe derrière moi, autour de moi. Je fais attention à bien marcher sur les trottoirs. Très bien. Ce genre de Faites choses. donc un petit jet d'intrigue, s'il vous plaît. Pas réussite. Tu es suivi. Eh ben, je vais essayer de les semer. Bien. Alors là, c'est trac. Je n'ai pas de réussite. Grâce à votre jet d'intrigue précédent, vous êtes parfaitement au courant que vous n'arrivez pas à les semer. Vous avez l'œil du gamin de la rue, monsieur Colin. Le nez qui détecte le cogne. Ce sont des flics qui vous suivent. Je vais faire des tours de quartier. En fait, je vais pas essayer de les semer, mais je vais essayer de les semer, mais comme je n'y arrive pas, je continue à faire des tours sans jamais vraiment atteindre le Père Lachaise. Vous les baladez, quoi. Voilà. Et je vais réfléchir pendant ce temps-là, il y a quelque chose que je pourrais faire. Très bien. Jeanne, vous allez à la préfecture. C'est exact. Bien. Vous pouvez me faire un jet d'intrigue. Deux réussites. Vous êtes suivi. Je vais essayer de voir qui me suit, mais je vais quand même aller à mon travail. Ce sont les inspecteurs Morvec et Chapuis, que vous avez déjà rencontrés. Ah, ils m'avaient manqué. Je vais m'arrêter et leur dire bonjour. Ils semblent
pas particulièrement décontenancé. Approchez-vous. Zèle l'épine. Messieurs, Faites attention, nos services commencent à s'intéresser à vos activités. Il se pourrait que vous soyez bientôt convoqués à la sûreté. vous voulez dire le fait que j'aille travailler à la préfecture? Non, on parle plutôt de vos balades nocturnes. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, faites attention à ne pas vous le rappeler. Dernière chance pour accepter l'offre de notre patron, madame. Oui, vous lui passerez mes salutations. Oui. Vous avez 2 solutions pour le rencontrer en personne. Une polie, une pas polie. Mais je ne tiens pas spécialement à le rencontrer, messieurs. Oh, vous allez le rencontrer. Ça, c'est pas un problème. Vous avez juste le choix de la manière. Il y a celle qui va vous plaire, et il y a celle qui va vous déplaire. Je pense que rencontrer votre patron va me déplaire dans tous les cas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Oh, pour nous, elle sera bonne. On vous accompagne, les rues sont si peu sûres. Non, évidemment, ils vous lâchent à 50 mètres avant la préfecture, ils vont quand même pas faire l'affront d'encadrer la fille du préfet de police devant son propre territoire. Sitôt arrivé à mon bureau, je vais faire appeler un grouillot pour envoyer un message quelconque, télégramme ou chez Monsieur Morois pour le prévenir. Monsieur Ponce, que faites-vous Alors moi, je vais profiter de cette belle journée pour aller me promener, et notamment sur les quais du bord de Seine, et voir un petit peu où en est l'installation de l'exposition universelle. Bien. Vous pouvez me faire un jet d'intrigue? Deux défaites. De défaite, carrément. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, le chantier de l'exposition universelle bat son plein. Par contre, c'est pas public. Ah, moi je passe à côté pour voir un petit peu les sujets. Voilà. Ça tape, ça cogne, ça scie. Il y a un bon endroit d'où l'observer. La Tour Eiffel. Exactement. Eh ben j'y monte. En haut de la tour Eiffel. Premier étage Premier suffit étage, oui. déjà. C'est de là que Zola avait pris certaines de ses photos, par exemple, du premier étage. Mhm. Et donc, vous voyez le chantier. Est-ce que de là je reconnais la tente, enfin l'installation de... Sans aucun souci, grâce aux Mhm. photos d'Émile Zola, vous savez déjà à l'avance où elles sont. Il n'y a pas les installations qu'il y a au premier étage encore? Non, mais il y a des touristes avec des jumelles. J'emprunte innocemment des jumelles à un couple de touristes. Vous faites comment exactement? Oui, excusez-moi, j'aimerais bien voir un petit peu, mais je n'ai pas pris mes jumelles avec moi, mais messieurs dames. Beg your pardon, sir? Ah, vous êtes anglish. Ah, voilà. Mais il fallait que ça tombe sur des anglish. Me want... Il chuchote entre Me You wa- are the mighty Paul Ponce. Oh, I've seen all your fights. That's wonderful. So, what can I do for you, sir? I want to regarde au loin because j'ai vu là-bas a big tent. What? There's something on the Trocadero? Oh yeah. This is for the next exposition. Yes, is the next. Sorry, I don't. What does he want? I don't know. Bah, et donnez-moi ça. Ah, you want the binoculars? What did you just ask? Et je regarde. Bien. Ça te coûtera un autographe. Oui, mais ça c'est pas un souci. Alors, tu observes. Donc, Monsieur Ponce observe le chantier. Je suppose que vous observez la tente. Bien entendu. Vous repérez assez rapidement celui qui semble être le contremaître. Enfin, en tout cas, celui qui dirige un peu les opérations. C'est un petit homme assez rachitique qui est dans un costume noir tiré à 4 épingles. Vous pensez qu'il est chauve, même s'il porte un chapeau melon là, mais vous le voyez enlever de temps à autre. Mais voilà. Vous sauriez le reconnaître dans la rue, en tout cas en le recroisant. Je rends les jumelles au couple. Oh, what a pleasure. Yeah, it's a pleasure to be on Eiffel Tour. Oh, yeah. Wonderful thing. Au revoir. Bye bye. Monsieur Bourrois, vous recevez le message de Jeanne Lépine. Je lis le message de Jeanne. Nous sommes sous surveillance de la sûreté. Faites attention. Fait beaucoup de surveillance. Je pense, moi, de toute façon, de ma journée, je vais être très méditatif, perplexe et inquiet. Je vais demander à Louis de me faire amener très discrètement, au maximum de la discrétion possible et inimaginable, ma mère et ma sœur chez moi.
Louis donc prend sa tenue qu'il prend pour faire les courses et quitte le domicile. Je reviens, monsieur Colin. Alors, après avoir fait plusieurs fois le tour de certains pâtés de maison, je commence à me demander si je peux pas m'y prendre autrement pour essayer de semer mes chers amis. Je pensais aller voir une bande d'Apaches, une bande de gamins, leur serrer franchement la main comme si c'était de bons amis, et surtout leur expliquer qu'il y a 2 condés qui sont derrière moi, en train de me suivre, et que je leur donne 10 francs, et puis ils essayent de les gêner. Oui, ça ne pose pas de problème, en tout cas, pas besoin de faire de jet pour ça. Vous repérez une petite bande, pas des Apaches, c'est pas dans les bons quartiers, mais en tout cas de jeunes désœuvrés. Ils partent, ils s'égayent derrière vous, et vous entendez assez rapidement un esclandre en pleine rue. Ah, elle m'a tiré mon larfeuille! J'en profite pour prendre une petite rue, puis une autre, puis une troisième. Ouais. Voilà, vous êtes débarrassé de vos 2 flics. Et je vais au cimetière du Père-Lachaise. Jeanne, vous restez toute la journée au travail à part ça? Oui. Très bien, monsieur Monroy reste chez lui. Et monsieur Ponce, après la surveillance? Eh bien, je vais à la salle de sport, quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien s'entraîner et s'entretenir. Je reviens donc vers monsieur Colin qui va au Père-Lachaise. Et bonjour, monsieur Bousseron. Ah, monsieur Colin, que me vaut le plaisir? Eh ben, écoutez, j'étais en balade dans le quartier, je me suis dit que j'allais vous passer le bonjour. Eh bien, ça me fait grand plaisir. Vous venez voir la tombe de Papus? C'est exact, tout à fait. Allons-y! Une fois que nous sommes à la tombe de Papus, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de monde autour, voire personne dans l'idéal. On est en milieu de semaine, en plein hiver. Voilà. C'est pas très compliqué. Puis le Père-Lachaise, c'est grand quand même. Je parle de choses et d'autres avec lui, et puis au détour d'une phrase, ah, au fait, je me suis dit que c'était peut-être à vous, ça. Et je lui tends le carnet de poésie. Et là, je le regarde droit dans les yeux. Oh! De très très beaux vers dans ce carnet. Certes. Vous avez complété la liste? Nox en sera ravi. Oh, j'en suis persuadé. Bien. Comme on dit dans les romans de gare, il semble que je sois fait. Je ne sais pas. Écoutez, monsieur Bousseron, si cela est votre vrai nom, sachez que nous n'avons pas spécialement de grief contre vous. Je le sais bien. Nous sommes que monsieur Klaus Fitz s'appellerait des alliés objectifs. Nous avons reçu, ce matin même, au domicile de monsieur Monroy, une visite assez impromptue. Marchons. Nous avons reçu la visite de Louis-Amédée Dupuis de Perfit, ainsi que Adélaïde Beaumont de la Tour. Oui. Font-ils partie de ce cosme? Absolument. Je pense même pouvoir dire que monsieur de Perfit en est le principal instigateur. Oh! Ces personnes, particulièrement monsieur de Perfit, sont venus nous voir directement au domicile de monsieur Monroy, sans annonce aucune, afin de nous demander de ses propres mots une trêve par rapport à nos activités d'investigation, dans le but notamment de s'occuper du mage Nox. Évidemment, ils ont trouvé qui était celui qui causait des dégâts dans leur rang. Apparemment, ils ont compris que c'était le mage Nox, mais je pense pas qu'ils en sachent plus que ça. Et j'ai moi-même pris particulièrement de soin à essayer de rejoindre le Père-Lachaise sans être suivi. Philippine m'a dit grand bien de vous. Je vois qu'elle n'avait pas tort. Toujours est-il que, maintenant que le contact est fait de manière un petit peu plus franche et honnête, il y a des chances que nous parlions de façon un petit peu plus ouverte de cette affaire, et que de notre côté, sachez que la trêve n'a absolument pas été conclue et qu'elle ne nous intéresse en rien, quand bien même cela nous mettrait, nous et nos proches, en danger. C'est fort brave de votre part, seulement je crains que vous ne sachiez pas réellement dans quel bourbier vous êtes en train de mettre les pieds. Je pense que nous commençons à en sentir la teneur, à en observer la surface. Vous, oui, peut-être, monsieur Colin, mais vos compagnons. Vos compagnons semblent moins ouverts que vous aux arts sombres. Si je vous dis que c'est moi qui ai tué Olaf au Sacré-Cœur, Ça ne me surprend pas. lequel dans vos collègues le croirait? Mes collègues ont vu tout autant que moi qu'Olaf est mort de façon indirecte et sans avoir été touché. Il n'est pire aveugle que l'incroyant, vous le savez très bien. Absolument. Toujours est-il qu'au-delà de l'aspect occulte, il y a effectivement quelque chose de gros qui se prépare. Ils nous l'ont dit eux-mêmes.
Et sur ça, sachez que mes compagnons seront totalement aptes à suivre la direction à prendre, quand bien même ils ne le croiraient pas. Bien. Effectivement, nous avons beaucoup à gagner à collaborer. Je le pense. Je ne sais pas ce que mijote ce Cosme. Vu les moyens qu'ils emploient, tout comme vous, j'en ai conclu qu'il s'agissait quelque chose de sinistre. Vu cette bande qu'ils ont montée pour exécuter leurs basses œuvres, je ne doute pas qu'ils ne reculeront devant strictement aucun moyen, fût-il le plus barbare, même le plus visible, pour y parvenir. Partageons le travail. Je suis un piètre enquêteur. Découvrez ce qu'ils mijotent. Et je vous indiquerai comment m'aider à faire en sorte d'y mettre fin. Ce que j'ai fait au Sacré-Cœur demande beaucoup d'énergie et surtout une grande prise de risque. Pour pouvoir atteindre cet objectif, j'ai besoin de savoir précisément où est la cible et de poser sur elle un talisman. Donc d'avoir été en contact physique avec elle pendant un instant. Ça n'a pas été facile pour Olaf. Mais il avait des habitudes bien précises au Café de l'Est. J'ai pu m'y glisser discrètement. Je pense que maintenant que j'ai pu m'occuper de ce Mercier, les autres membres du club seront bien plus sur leur garde et ne laisseront pas approcher un inconnu facilement. Ils ont l'air, en tout cas, effectivement. Trouver leurs habitudes, leur lieu de réunion, et ce qu'ils mijotent dans cette tente au Trocadéro. Et pourquoi? Pour cela, ils ont besoin de corps. Évitons les contacts directs. Vous passerez par Philippines. Cela, monsieur. Je n'en doute pas, monsieur Conan. Là, c'est mon cœur qui, sous l'hiver... Je m'éclipse et je vais aller faire un petit tour au trompe-l'œil. Voir si certaines personnes ont répondu à l'annonce. Il y a des personnes qui ont laissé des messages, effectivement. Pendant le reste de la journée, vous faites rien, vous vous retrouvez. Moi, j'attends ma famille, c'est tout. Oui. Votre famille arrive, monsieur Mauroy. Vous vous retrouvez en fin de journée? Début de soirée, comme d'habitude? Oui. Très bien. Pendant que vous complotez, nous allons faire une petite pastille historique sur la Belle Époque. Auditrice, auditeur, mon poteau, le mois dernier, je t'ai un peu causé de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire sur ses conséquences que t'aurais jamais imaginées. C'est l'histoire d'un journal sportif qui tire à 300 000 exemplaires. C'est un journal sportif sur une passion française, autour d'une invention british qu'on a adoptée de suite après l'avoir découverte à l'exposition universelle de 1889. Le titre de ce journal, c'est « Le vélo ». C'est le leader dans ce domaine, et il est à l'origine de la création des grandes courses cyclistes du temps, comme le Paris-Brest-Paris. Le truc, c'est que son rédac-chef, Pierre Giffard, est sacrément Dreyfusard et ne se prive pas de le dire dans son canard. Et ça plaisait pas à ses annonceurs, industriels, fabricants d'auto ou autres, qui étaient plutôt de l'autre bord. L'un d'entre eux, le comte Jules Albert de Dion, son blaze complet c'est Jules Philippe Félix Albert de Dion Vendône de Malfiance, président de l'Automobile Club de France, se trouve mêlé à une grande bagarre publique entre anti-Dreyfusards et Dreyfusards, dont il ressort avec une peine de 15 jours de tôle. Giffard exige sa démission de l'Automobile Club et vire toutes les publicités de sa marque d'auto de Dion Bouton. Ouais. Et ça fallait avoir le souffle. Parce que pour l'info, en 1900, de Dion Bouton, c'était juste le plus grand constructeur de voitures du monde, rien que ça. Jules Albert trouve ça sacrément fort de café. En plus, il trouvait déjà que les notes publicitaires dans le vélo étaient trop salées. Ni une ni deux, il crée son journal, avec le soutien d'autres industriels comme Michelin. Ce journal, ce sera l'Auto-Vélo, dont il confie la direction à un ancien cycliste, Henri Desgranges. Le journal est lancé pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. À partir de là, c'est la guerre des canards. Le 2 janvier 1903, l'Auto-Vélo est condamné à changer son titre trop proche de celui de son concurrent. L'Auto-Vélo perd son vélo et doit juste s'appeler l'Auto. Mais Desgranges a les fois. En perdant le vélo, on risque de perdre les cyclistes. Il faut donc que l'Auto fonde une course cycliste qui permettra de doper ses ventes et d'écraser le vélo et son Paris-Brest-Paris. Une grande course, la plus grande de toutes, la course des courses. Le 1er juillet 1903 à Montgeron, en banlieue sud de Paris, rapport au fait que le préfet Lépine avait interdit les courses intramuros, devant un troquet appelé le Réveil Matin, le tout premier Tour de France s'élance. Ouais, l'affaire Dreyfus est indirectement à l'origine d'un des plus grands événements sportifs du monde. Alors, elle est pas belle la Belle Époque ? Donc voilà, un monsieur, je vous l'ai dit, en costume, chapeau, sûrement imberbe des cheveux,
Et c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que sa description me fait penser à quelque chose? Non. 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 Enfin, en même temps, sans le voir, sa description elle est quand même vague. Un mec chauve avec un chapeau melon. On dit chauve, monsieur Ponce. Ah, autant pour moi. Chauve des cheveux. Chauve tout court, Paul. Ah. Bon, moi de mon côté, j'ai pu confirmer les fortes suppositions que nous avions hier soir, ainsi que le fait que nous avons clairement un allié. Quant à moi, messieurs, j'ai eu confirmation par ces très chers inspecteurs Morvec et Chapuis que Monsieur de Gressac souhaite nous rencontrer bientôt, que nous le souhaitions ou non, visiblement. Je vous conseille donc de faire particulièrement attention à vos agissements dans les prochains jours. Vous êtes en train de dire qu'il nous menace lui aussi? Je suis en train de dire qu'ils ont plus que de fortes suspicions à notre rencontre et suffisamment de motifs pour demander une entrevue avec nous, un petit peu musclée à la sûreté. Et personnellement, je n'y tiens pas. Je crois qu'aucun d'entre nous n'y tient, Jeanne. Attendez, si l'autre blond commence à nous menacer, plus maintenant la police, ça commence à faire beaucoup quand même, non? Je pense que ce sont les mêmes personnes, Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Monsieur de Gressac est à coquiner avec le Cosme. Nous en sommes quasiment sûrs depuis le début. C'est probablement pour ça que vous les avez trouvés sur place très rapidement quand on a retrouvé le corps de Madame Privat. Monsieur de Perfit est même sûrement venu avec eux ce matin. Est-ce que vous pouvez, mademoiselle Jeanne, consulter les comptes personnels de Monsieur de Gressac, voir s'il a des accointances avec le cercle omnisport, par exemple? Malheureusement, j'ai déjà essayé et c'est très compliqué. Monsieur de Gressac est un homme prudent. Au vu de son poste, il a des moyens de cacher pas mal de ses actions. C'est un homme difficilement atteignable, je présume. Et même pour votre père, Jeanne? Surtout pour mon père. Si j'ai bien compris, je crois que notre amie Jeanne ne souhaite pas impliquer plus que ça son papa dans l'histoire, ce que je peux comprendre. Comme vous le savez sûrement, il n'est pas très positivement enclin à ma participation à nos petites rencontres. Donc, en ce qui nous concerne, visiblement, il faut savoir ce qu'il traficote sur ce stand, alors. Tant qu'on n'en saura pas plus sur leur agissement privé, on n'aura pas de moyen de pression. Vous remarquez qu'il n'y a rien à boire. Et il est où votre Louis? Louis? Je me lève et je vais le chercher dans la maison. Il n'est pas là. Il m'a ramené ma sœur et ma mère, en plus. Ta sœur et ta mère sont revenus, mais il n'était pas avec elles. Mathilde! Edmond! Où est Louis? Quand il nous a raccompagnés, à un moment, il nous a fait changer de fiacre assez rapidement. Et lui, il est parti avec le petit Gaston dans un autre coin. Il m'a dit qu'il avait des courses urgentes à faire pour le repas du soir ou quelque chose. Il avait l'air paniqué. Non, préoccupé. Mais il a toujours l'air préoccupé, ton Louis, donc... Ou bien Louis et Gaston ont réussi à se cacher, ou bien je préfère pas y penser. T'entendais la porte d'entrée qui s'ouvre. C'est Louis, un peu ébouriffé. Au nom du ciel, Louis, que vous est-il arrivé? Vous allez bien? Ah, merci, monsieur. Permettez, monsieur, que je me repose en m'asseyant un peu. Ah, bien sûr. Merci, monsieur. Eh bien, monsieur, comment dire... Puis-je avoir une cigarette, monsieur Collin? Oui, bien sûr. Tenez. Monsieur, je m'envoie navré de vous annoncer que je quitte votre service. Pardon? Merci, monsieur Collin. C'est quoi cette histoire? Parce que je me suis malencontreusement fait tuer, monsieur. Vous remarquez alors qu'il y a une grande tache de sang qui commence à s'agrandir sous le veston immaculé jusqu'ici de Louis. Mon Dieu. Je vais monter les marches 4 à 4 jusqu'à la pharmacie à l'étage. Je vais gueuler à ma sœur de descendre s'occuper de Louis. Moi, je sors dehors, je vais chercher un médecin. Je le prends pour le mettre sur un canapé ou... Oh, laissez-le moi là, ne vous inquiétez pas. Je vais redescendre, essayer de faire quelque chose, mais j'imagine que c'est... Je vais lui ouvrir donc ses vêtements. Il t'en empêche. Monsieur, laissez-moi mourir habillé. Ce serait inconvenant. Au diable, les convenances, Louis, ce n'est pas le moment. Vous ne pourrez pas me sauver, monsieur. Il est perforé dans le poumon, c'est ça? C'est arrivé où? C'est arrivé en revenant de la location de... Bref, il y avait des Cosaques. Oh, je rassure monsieur, il n'y a plus de Cosaques. Le jeune Gaston rentrera par des moyens détournés. Vous devrez finir sa formation seul, monsieur. Je crains qu'il n'ait déjà pris de mauvaises habitudes dans la rue. Eh bien, madame, messieurs, c'est un plaisir.
Je vous souhaite la bonne nuit. Et il lâche son dernier soupir. Et nous arrêterons cet épisode ici. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.